Ici où tout semble mort, la vie se déroule en silence. Là où le soleil punit et le sable dévore, un chasseur se réveille. Petit, mortel, invisible. Le désert ne dort pas, il attend. Et ce soir, ça reprend vie. Depuis un terrier ombragé, un fennec glisse dans la clairière, les oreilles ouvertes comme des voiles. Ses pattes répartissent son poids pour que le grain ne bouge pas. À chaque pas, il s'arrête, la tête penchée, à l'écoute. Soudain, un brusque tressaillement des oreilles. Il se fige, le museau baissé, le corps recroquevillé. Une gerbille se déplace sous le sable. Le renard bondit. Le sable se disperse alors qu'elle creuse à mi-saut, le museau enterré. La gerbille saute, surprise. Elle se tord et ses mâchoires claquent. Un grincement, puis le silence. Ici, dans la ceinture aride du Moyen-Orient, le désert est vaste et vous attend. C'est la frontière désertique entre l'Afrique et l'Asie. Et une promesse de nombreuses chasses similaires à venir. De la côte atlantique du Maroc au cœur de l'Asie centrale s'étend une bande désertique unique et chatoyante. Elle relie les sables du Sahara aux plateaux iraniens et aux steppes arides au-delà. Ici, l'humidité est rare. Quand cela se produit, il disparaît presque immédiatement sous un soleil impitoyable. Et pourtant la vie persiste. Les plantes prennent des racines profondes ou restent dormantes pendant des années. Les animaux se déplacent la nuit, économisant ainsi chaque goutte d'eau. Pour l'instant, l'aube approche sur le Sinaï. Le ciel nocturne pâlit. Les parois rocheuses brillent d'une lumière froide et argentée. Un vent sec serpente à travers les canyons. La faible odeur de poussière et de sel se propage dans le vent. Sur les hauteurs des falaises calcaires, le bouquetin de Nubie, Capra. La Nubie commence à s'éveiller. À ses pieds, le désert est silencieux, une étendue de plaines, de graviers et d'oueds désertiques rarement pluvieux. Depuis des mois, la terre est restée aride. Le troupeau se déplace en premier. Un à un, les femelles et les jeunes descendent les pentes presque verticales. Leurs sabots fendus s'accrochent à de petites corniches. Leur heure est venue avant l'aube. L'air frais persiste et les buissons épars conservent encore une trace de l'humidité de la nuit. Ils se nourrissent rapidement, tirant sur les tiges raides des acacias et des thym du désert. C'est à la fois un aliment et une source d'humidité. Pendant ce temps, un homme solitaire observe du haut d'un éperon. C'est la saison des défis. À la fin de l'automne, avec l'arrivée des rares pluies hivernales, le rut commence. Les cerfs rivaux descendent, muscles tendus et regards fixes. L'affrontement est soudain et retentissant, corne contre corne, pierre contre pierre. La compétition est brutale mais brève. Un homme hésite, fait un pas en arrière, puis se retourne. Le vainqueur protégera son petit harem durant le court hiver. Pour l'instant, à mesure que le soleil se lève, le désert change. Les bouquetins se retirent à nouveau vers le ciel, cherchant des corniches où souffle encore la brise. C'est là qu'ils se reposent pendant les heures caniculaires, les flancs gonflés et les oreilles frémissantes au son des insectes. En contrebas, la terre semble sans vie. Pourtant, la vie persiste. De petits lézards glissent sur les rochers. Un traquet moteux se déplace rapidement d'un rocher à un autre. Même les plantes rares perdurent. La nuit arrive enfin. Les bouquetins redescendent une fois de plus, pénétrant silencieusement dans des ravins ombragés. Un nouveau jour va bientôt se lever. Les premières lumières filtrent sur la plaine du Sinaï. L'air est frais, le silence profond. De ce silence surgit une lueur de mouvement. Pattes fines, tête délicate, la gazelle Dorcas, Gazella Dorcas. Elle marche d'un pas léger. Sa fourrure conserve la douce couleur du sable sec, un camouflage parfait sur la terre pâle. Ses grands yeux scrutent l'horizon. Le désert offre peu de couverture. Chaque ombre pourrait cacher un chasseur, mais la faim appelle. Elle baisse la tête vers un buisson de jeunes pousses, encore chargé de rosée nocturne, et commence à se nourrir. Le troupeau la suit. 12 animaux se déplacent à l'unisson. Ils se dispersent sous les acacias clairsemés, cueillant feuilles et petites fleurs. Ces arbres sont des sauveurs de vie. Ces racines poursuivent l'eau jusqu'aux profondeurs. Pour les gazelles, elles constituent une source d'humidité ainsi que de nourriture.
Le désert s'illumine. La lumière du soleil filtre sur les rochers et la température grimpe brusquement. Il est temps de se retirer. Les museaux se dressent, les oreilles se crispent. Le troupeau se disperse vers un oued peu profond où il y a encore de l'ombre. Ils se couchent ensemble, les pentes s'élevant et s'abaissant, attendant que midi passe. L'après-midi, le ciel tremble de chaleur. Des piscines miraculeuses scintillent à l'horizon. Les gazelles ne bougent pas. Ils ne sortent que lorsque le soleil se penche vers l'ouest. Le crépuscule rafraîchit les pierres. Une brise glisse à travers les branches d'acacia. Le troupeau se remet en route. Il traverse des plaines dégagées vers un autre bosquet. Un jeune mâle se détache du groupe, testant sa vitesse. Il court brusquement en arc de cercle, puis rejoint le groupe d'un bon joueur. Mais le danger n'est jamais loin. Au loin, un chacal observe. Les gazelles le sentent. Une femelle lance un avertissement. Le troupeau se serre, le regard fixé sur la petite silhouette grise. Le chacal se cache dans l'ombre. Les gazelles se dispersent à nouveau, mais restent à l'affût. La journée passe. Puis un autre, et bientôt la saison change. Pour ceux qui survivent pour le voir, le printemps apporte un rythme différent. Après une pluie rare, le désert fleurit pendant une semaine brève et glorieuse. De minuscules fleurs scintillent comme des étincelles dans la plaine. C'est l'instant de la naissance. Caché dans un berceau d'herbe, un nouveau-né gît immobile. Son pelage est tacheté comme du sable. La mère l'observe, respirant à peine, les yeux scrutant l'horizon vide. Des heures passèrent avant qu'elle puisse aider le faon à se relever. Les pattes tremblantes reprennent vite des forces. Au crépuscule, le veau peut suivre sa mère dans les ombres plus profondes de l'oued. Durant ces journées courtes et fertiles, le troupeau se nourrit de jeunes pousses, se fortifiant ainsi pour les longs mois secs à venir. L'été sera bientôt là. La chaleur durcit la terre. Les fleurs disparaissent. Les gazelles sont obligées de retourner à leur routine de vie précaire. Ils voyagent plus loin à la recherche de nourriture, broutant à l'aube et au crépuscule et se reposant pendant le feu incessant. Ils extraient l'humidité des feuilles. Il a besoin de peu d'eau et il peut distancer la plupart des prédateurs en terrain découvert. La nuit tombe à nouveau sur le Sinaï et le Negueb. Les gazelles d'Orcas se tiennent dans le clair de lune argentée. Quand le matin viendra, ils se déplaceront à nouveau vers les forêts d'acacias. Pour l'instant, alors que les dernières lueurs s'estompent sur les falaises, le chat des sables, Felis Margarita, commence sa chasse. Il est petit, à peine plus grand qu'un chat domestique, mais il est fait pour le désert. Sa fourrure est couleur sable au clair de lune, et ses larges pattes velues amortissent chacun de ses pas. Les oreilles larges, triangulaires et parfaitement réglées tournent et s'inclinent. L'air est immobile, mais la terre raconte ses secrets. Sous la fine couche de sable, gerbilles et gerboises s'agitent. Le chat des sables s'arrête, la tête penchée. Ses oreilles se redressent, captant le moindre grattement de griffes en contrebas. Il reste immobile. Un seul souffle. Puis il bondit, ses pattes avant frappant le sable d'un coup sec. La poussière monte. Un cri court et aigu. La proie ne l'a jamais vu venir. Elle mange vite. La proie est cachée des charognards qui rôdent la nuit. Ses moustaches bougent, captant le moindre courant d'air. Un autre bruit la pousse en avant. Ce soir, elle parcourra des kilomètres, se frayant un chemin entre dunes et plaines rocheuses. Le désert la nuit est vivant. Une gerbille saute comme un kangourou miniature. Une vipère cornue glisse sur la surface froide. Le chat des sables se déplace parmi eux. Il peut attendre des heures à l'entrée d'un terrier, les oreilles collées au sable, jusqu'à ce que le faible battement de cœur d'un rongeur caché trahisse sa position. L'aube se rapproche de l'horizon. Le chat des sables rentre chez lui. Sa tanière se trouve dans un terrier peu profond, sous une vieille racine d'acacia cachée par un monticule de sable. Ici, la journée se déroulera en silence. Le soleil se lève et la température grimpe, mais le terrier reste frais. L'été apporte une nouvelle urgence. C'est le moment de la naissance. Au fond du terrier, de légers miaulements brisent le silence. 3 chatons, aveugles et fragiles, se blottissent contre la chaleur de leur mère. Leur fourrure a déjà la couleur du désert, un or pâle, zébré de fines rayures.
Dehors, la chaleur est intense et le sable brûlant. Cependant, à l'intérieur de la tanière, l'air est doux et sec, parfait pour une nouvelle vie. La mère chasse 2 fois par nuit. Elle doit se nourrir et nourrir sa progéniture. Ses sens ne la trahissent jamais. Le moindre bruissement sous un mètre de sable attire son attention. Chaque proie est transportée avec délicatesse, déposée dans la gueule des chatons qui miaulent. Les petits ouvriront bientôt les yeux sur le monde éclairé par la lune. Les semaines passent. Les chatons deviennent audacieux. Ils se précipitent vers l'entrée, leurs oreilles trop grandes pour leur tête et leurs pattes maladroites dans le sable meuble. Leur jeu est un entraînement. Bondir, traquer, bondir latéralement par à coups soudains. Ils apprennent à se figer à la première vibration et disparaissent dans un bruissement d'ailes. À la fin de l'été, les jeunes commencent à suivre leur mère lors de courtes chasses. Elle avance, s'arrêtant souvent pour écouter. Ils imitent chaque mouvement, un saut, un squat, creusement prudent dans un tunnel de rongeurs. Nuit après nuit, ils deviennent plus forts. Bientôt, ils seront seuls. Pour l'instant, alors que la lune est haute, le chat des sables se glisse une fois de plus dans l'obscurité. Pendant ce temps, depuis un terrier caché, une silhouette pâle apparaît furtivement, le renard Fennec, Vulpes zerda. Il est à peine plus grand qu'un chaton. Sa fourrure crème se fond dans le sable éclairé par la lune. Ses énormes oreilles, chacune plus larges que son visage, pivotent pour détecter le moindre tremblement. Ils perdent également de la chaleur comme les fenêtres ouvertes. Le petit renard écoute attentivement. Un scarabée gratte sous la surface, le battement d'ailes d'un papillon de nuit, même le bruit lointain d'une chouette en chasse. Le renard se déplace avec agilité. Il s'arrête, la tête penchée. Une petite griffure sous le sable trahit une gerbille fouisseuse. Le renard saute haut, atterrit avec un bruit sourd et s'enfuit dans un espace flou. Un petit claquement de mâchoire et le repas est prêt. Tout autour de nous, le désert s'éveille. Un scorpion brille faiblement à la lumière des étoiles. Une gerbille saute sur une crête en remuant la queue. Le fennec chasse les insectes, les rongeurs et, occasionnellement, quelques lézards et ne boit pratiquement pas d'eau. Son corps absorbe l'humidité de sa nourriture. Bientôt, une seconde forme rejoint la première. Le couple se salue par de doux gazouillis et un effleurement de queue. Ils s'unissent pour la vie. Ce soir, ils chasseront ensemble. Quand l'un fait voler une sauterelle, l'autre est prête à attaquer. Sous le couvert de l'obscurité, les renards s'éloignent de leur tanière. Sous eux, profondément enfouis dans le sable, se trouve leur véritable refuge. Le terrier s'étend sur des mètres de profondeur, frais et secs, même à midi. Au début du printemps, lorsque de brèves pluies réveillent une vague d'insectes, ce terrier se transforme en nurserie. La femelle tapisse une chambre d'herbes sèches et de fourrure. Là, elle donne naissance à une portée de minuscules chiots, chacun pas plus gros qu'une main humaine. La chaleur au-dessus peut être impitoyable. À midi, le sable brûle suffisamment pour brûler la chair, mais à l'intérieur du terrier, l'air reste doux. Les petits dorment, en sécurité dans l'obscurité, tandis que leurs parents chassent au crépuscule. Pendant des semaines, la mère les allaite avec un lait riche. Le père apporte de la nourriture à ses côtés. Peu à peu, les chiots s'agitent. Leurs oreilles se dressent, leur fourrure pâlit comme le sable. Puis, ils s'aventurent vers l'entrée. Le jeu commence aussitôt, saut maladroit, poursuite simulée, petits grognements qui se transforment en couinements. Les parents veillent, sont vigilants. Le cri lointain d'un hibou arrête le jeu. Instantanément, les jeunes disparaissent dans l'embouchure du terrier. Le danger est passé. Pour l'instant, les jeunes suivront bientôt leurs parents dans de courtes sorties et apprendront à écouter. Houblon, disparaître. À la fin du printemps, les insectes pullulent en nombre impressionnant. Les jeunes courent après les grillons sur le sable éclairé par la lune. Leurs oreilles énormes, autrefois maladroites, leur servent désormais à merveille, captant le faible sifflement de l'aile d'un scarabée. À l'approche de l'été, les jeunes gagnent en force et en compétence. Ils finiront par se disperser, chacun s'appropriant une portion de désert. Mais pour l'instant, la famille reste unie. L'aube pointe à l'horizon. Le couple guide sa progéniture vers les profondeurs. Au-dessus, le désert brûlera bientôt d'une chaleur incessante. En bas, un silence frais vous attend. Alors que le soleil de midi brille intensément, la chaleur se propage sur les dunes, si intense qu'elle brûle la peau nue. Aucun oiseau ne vole, aucun lézard ne bouge. Pourtant, quelque chose bouge.
d'un étroit trou dans le sable, une fourmi argentée solitaire du désert, Cataglyphis spp, émerge, bombicine. Vous avez choisi l'heure où même les prédateurs se rendent. Son corps brille de façon métallique. Le moment le plus chaud de la journée est également le plus sûr. La fourmi s'immobilise, ses antennes bougent. Ses grands yeux sombres sont remplis de capteurs. Au-dessus, la lumière du soleil se disperse en motifs. Bien sûr, les humains ne la voient pas. Mais la fourmi, si. Lumière polarisée. Ligne directrice cachée gravée dans le dôme bleu. Une carte parfaite. Elle avance par à-coups. Chaque patte ne touche le sol qu'un instant avant de remonter. La température ici peut atteindre 70 degrés Celsius, une chaleur mortelle sur le coup. Mais ses longues pattes et ses pas rapides la maintiennent au frais. Quelque part devant nous se trouve un scarabée mort, abattu par la chaleur matinale. La fourmi zigzague, savourant les légers arômes apportés par l'air brûlant. Elle s'arrête, penche la tête et scrute à nouveau le ciel. Puis elle court. Enfin, la récompense. Le corps du scarabée gît immobile, sa carapace sombre boursouflée par le soleil. La fourmi tourne autour, vérifiant son poids et sa taille. Elle ne peut pas porter toute la créature à elle seule. Avec des morsures rapides, il saisit une jambe, saisissant le morceau entre ses mâchoires. Maintenant, il doit revenir. Courez droit comme une flèche. Quelques minutes plus tard, l'entrée sombre du nid apparaît. D'autres ouvrières de la colonie l'attendent. Elles se dispersent et suivent le chemin dont l'explorateur se souvient. Ensemble, elles récolteront le scarabée avant que la fournaise solaire ne le consume. Sous la surface, le nid regorge de vie. Les tunnels mènent à des chambres plus fraîches, tapissées de grains de terre sèches. La reine repose dans le cœur. Son abdomen gonflé abrite une vie nouvelle. Les larves se tortillent dans leurs cellules, nourries par les taches dangereuses des butineuses. Chaque grain de nourriture compte. Le printemps est court. La teinte verte des plantes du désert disparaîtra bientôt. Lorsqu'il pleut peu, les graines germent pendant la nuit. De minuscules pousses jaillissent du sable. La colonie saisit l'instant. Les ouvrières ramassent graines et insectes morts dans une frénésie de travail, creusant des galeries pour stocker la récolte. En quelques jours, les fleurs fanent et le désert retrouve son silence. Mais sous terre, les fourmis argentées se régalent pendant les longs mois secs. À l'approche de la nuit, les moissonneurs de midi se retirent. Le désert devient froid. Les prédateurs émergent. Lézards et oiseaux traquent les imprudents. Les fourmis argentées ferment leurs portes, scellant l'entrée avec du sable. À l'aube, un lézard à queue épineuse, Uromastix, surgit d'une crevasse rocheuse. Son corps est épais. Sa peau est un mélange marbré d'or et de brun. Sa queue est bordée d'épaisses écailles aux extrémités émoussées, semblables à des épines. Il s'arrête au bord de la pierre. La fraîcheur matinale persiste sur la roche, mais la surface se réchauffe rapidement. Le lézard aplatit son ventre, les membres étendus, se prélassant au soleil. C'est un animal à sang froid. Il a besoin de chaleur pour rester actif. Bientôt, son sang afflue. Les muscles se relâchent. La journée commence. Là où d'autres fuient la lumière du midi, le lézard à queue épineuse prospère. Sa peau résistante retient l'humidité. Ses narines filtrent le vent sec. Herbivore et têtu, il se nourrit de feuilles et de gousses. Un souffle de brise transporte la poussière sur le plateau. Le lézard lève la tête et ses yeux sombres l'examinent. Une cresserelle vole haut dans le ciel. La queue bouge, lourde et épineuse, prête à attaquer. Les prédateurs apprennent à être prudents face à cette massue blindée. À midi, la pierre est suffisamment chaude pour brûler. Malgré cela, le lézard reste. Son corps doit être suffisamment chaud pour se déplacer rapidement, mais pas au point de brûler. Dans ce cas, il se réfugie dans une crevasse ombragée pour se rafraîchir. En fin d'après-midi, il ressort. Une herbe clairsemée et sèche ondule au vent. Le lézard grignote des tiges cassantes, ses mâchoires assez puissantes pour écraser les graines. Il mange vite, méfiant des espaces ouverts. Bientôt, le soleil se couche et la roche refroidit. Le lézard à queue épineuse retourne dans sa crevasse. Il utilise sa queue pour sceller l'entrée comme une porte à pointe. Les prédateurs nocturnes rôdent, mais à l'intérieur du calcaire, ils attendent en toute sécurité. Quand l'hiver arrive, le rythme change, les jours raccourcissent.
L'air est froid. Le lézard se retire plus profondément dans la terre, s'enfouissant dans des couches inaccessibles au froid. Pendant des semaines, parfois des mois, il se repose en silence. Il ne mange ni ne boit, vivant de la lente combustion de son énergie stockée. Puis le soleil du printemps revient, la chaleur s'infiltre à travers la pierre. Le lézard se déplace et grimpe une fois de plus vers la lumière. Pendant ce temps, au crépuscule sur les dunes, une vipère cornue, Céraste, sort de sa cachette. Ses écailles sont couleur désert, beige pâle, tachetées de brun. Au-dessus de chaque œil, une corne pointue se courbe comme un petit cimeterre. Seul le mouvement lent d'une langue fourchue trahit sa présence. Il glisse silencieusement vers l'avant, pas droit, mais de côté. Le corps trace des courbes sinueuses, poussant le sable par à-coups. Chaque section s'élève comme une autre ancre, laissant une chaîne d'empreintes en forme de J acérée. C'est ce qu'on appelle un roulis latéral. La vipère s'immobilise, la tête légèrement relevée. Les puits de détection de chaleur détectent la chaleur déclinante de l'après-midi. Une gerbille s'approche d'une touffe d'herbe sèche. Le serpent la sent avant de l'entendre. Lentement, elle s'enfonce. Les grains glissent sur son dos jusqu'à ce que seuls ses cornes et ses yeux restent à la surface. Le calme revient. La gerbille sautille, plus près, les moustaches frémissantes, à la recherche de graines. Puis un coup soudain. Le poison coule avec une seule morsure. Le rongeur tremble une fois, puis reste immobile. La vipère attend que le venin fasse effet. Quelques instants plus tard, il commence à avaler, ouvrant ses mâchoires pour attraper la proie entière. Pendant la saison chaude, lorsque l'air devient plus intense, les insectes éclosent. Les rongeurs se reproduisent et le cycle de la vipère commence. Les mâles errent la nuit, suivant l'odeur sinueuse des femelles. Leurs corps se rencontrent pour une parade nuptiale silencieuse sous les étoiles. Les œufs se développent à l'intérieur de la femelle. À la fin de l'été, elle trouve un creux abrité sous un rocher ou une racine et donne naissance à ses petits. Les minuscules serpents sont déjà armés de crocs et de venin. Ils s'enfuient furtivement dans le sable, chacun destiné à chasser seul. Lorsque l'hiver refroidit la terre, l'activité diminue. La vipère se retire profondément dans ses terriers ou sous l'abri des rochers. Le rythme cardiaque ralentit. La digestion s'arrête. La chaleur devrait revenir. Pendant ce temps, au nord-est du Sinaï, le clair de lune se répand sur le désert syrien. C'est une steppe rocailleuse de plateaux basaltiques et de pales salines. Seuls les oueds soudains, secs la majeure partie de l'année, brisent la monotonie. Ici, un cri solitaire rompt le silence. Puis un autre, et un autre. Les hyènes rayées apparaissent une à une. Une mère et ses petits presque adultes. Ils se déplacent d'une démarche chancelante, silencieux malgré leur taille. L'odeur du sang flotte dans le vent nocturne. Une chèvre blessée traverse en boitant un oued asséché. La hyène de tête s'arrête, le museau levé. Un léger reniflement parcourt le troupeau. En un instant, ils foncent à toute vitesse. Le gravier se disperse sous les pattes lourdes. La chèvre s'échappe. Les hyènes se dispersent. On feinte vers la gauche. Un autre conduit par derrière. La carrière trébuche. Une dernière course. Un éclair de dents. Le désert résonne d'un seul et bref bêlement. Et puis, il n'y a plus que le bruit du vent qui déchire. Tels sont les dangers dans cette partie de la ceinture aride du Moyen-Orient. Ici, l'aube apporte avec elle la moindre fraîcheur. De l'ombre d'une colline basse, des silhouettes blanches émergent. L'oryx d'Arabie, oryx leucoryx. Leur pelage reflète la première lueur, brillant comme des fantômes sur la roche sombre. De longues cornes noires s'étendent vers l'arrière en courbe parfaite, acérées comme des lances. Le troupeau se déplace dans un ordre silencieux. Une douzaine d'animaux marchant avec agilité sur le gravier. Leurs sabots projettent des étincelles dans le basalte. Ils se dirigent vers un creux lointain où l'eau persiste après la dernière tempête. Ils connaissent chaque oued, chaque source cachée. L'héroïne s'arrête et ses narines se dilatent. Ses oreilles frémissent nerveusement, attentives aux faibles gargouillis de l'eau ou aux murmures des prédateurs. Satisfaite, elle poursuit son chemin. Les jeunes restent près de leur mère, leurs pattes fines suivant le rythme des adultes. Leurs fourrures, encore brun clair, se fond dans le sol du désert. Avec le temps, ils deviendront le blanc pur de leurs aînés. Au point d'eau, le troupeau ralentit. Une mare peu profonde reflète le ciel.
Ils s'approchent en file indienne, craignant une embuscade. Chaque oryx baisse la tête, buvant avec précaution, ses yeux sombres, scrutant constamment le terrain découvert. Ici, l'eau est la vie. Ils ne resteront pas là. Bientôt, la lumière du soleil monte dans le ciel et la chaleur augmente. Les oryx quittent le bassin et se dirigent vers l'ombre d'une crête basaltique. Ils se reposent sur la paroi rocheuse fraîche, leur corps serré en groupe lâche. Leur pelage clair détourne le soleil, mais ils respirent lentement, conservant ainsi leur humidité. Ces antilopes sont faites pour la sécheresse. Leurs narines peuvent capter et condenser l'humidité de chaque respiration. Leurs reins extraient l'eau des plantes les plus sèches. Ils peuvent rester des semaines sans boire si nécessaire, se nourrissant de liquides cachés dans l'herbe du désert et les buissons épineux. À la fin de l'hiver, le désert se transforme. La pluie s'abat en orage soudain, remplissant les oueds de torrents d'eau boueuse. En quelques jours, la steppe fleurit. De minuscules fleurs s'épanouissent sur les plaines basaltiques. Des pousses vertes poussent parmi les marais salants. Pour l'oryx, c'est la saison des naissances. Une femelle se sépare du troupeau à la recherche d'un creux tranquille bordé d'herbes nouvelles. Elle s'accroupit et donne naissance à un seul petit veau, petit et robuste, prêt à se lever en quelques minutes. Sa fourrure brune la dissimule aux regards indiscrets. La mère la pousse doucement du coude puis la ramène en sécurité auprès du groupe. Le veau boit du lait riche et commence bientôt à grignoter les jeunes plantes. La croissance est rapide. Les richesses du désert ne dureront pas. En quelques semaines, les fleurs fanent, les oueds s'assèchent et la terre devient pierreuse. Le veau doit être assez fort pour vagabonder. Même pendant les mois secs, le troupeau reste groupé. Un mâle vigilant se tient à l'écart, ses cornes luisant comme de l'ébène poli. Pour une bonne raison. Il scrute l'horizon vide, ses narines s'agrandissant au parfum de pierre et de vent. Ses cornes se dressent en arcs parfaits, noirs et acérés. Au-delà, la meute broute. Les prédateurs sont rares ici, mais jamais absents. Les loups se faufilent furtivement le long des crêtes basaltiques. Les hyènes rayées rôdent dans les oueds la nuit. Même le vol soudain d'un aigle royal peut briser le silence. Le mâle lève la tête. Il ressent quelque chose. Il se raidit, ses muscles se tendent et ses oreilles tournent. Le pack le ressent aussi. Une forme scintille au bord de la plaine. Un loup. Le mâle renifle. Un brusque cri d'alarme. Les oryx tournent en rond à l'unisson. Le prédateur ne trouvera pas de proie facile. Ce soir, les oryx ont quitté la nature sauvage. À la tombée de la nuit, la température chute. Les oryx se lèvent et repartent en direction d'une autre source cachée à des kilomètres de là. L'aube les retrouvera dans un lointain Udi. Pour l'instant, le désert syrien s'assombrit sous un soleil déclinant. La nuit appartient à la hyène rayée, Hyena hyène. Tête large, épaules robustes, pattes conçues pour la distance. Sa fourrure pâle, sillonnée de bandes noires, reflète la lumière des étoiles. La hyène rayée se glisse à découvert. Elle s'arrête et lève le nez vers l'air nocturne. Le désert est vaste et son voyage nocturne est long. Il parcourra 30 km avant le coucher de la lune. Son chemin n'est jamais aléatoire. Il se souvient de chaque oued, de chaque cadavre à moitié enterré, de chaque grotte où un renard aurait pu laisser des restes. La hyène rayée est un animal charognard. Elle est patiente et minutieuse. Ce soir, elle se dirige vers le lit d'une rivière asséchée où les tempêtes retenaient autrefois les eaux. Des chacals y chassaient au crépuscule. Elle espère trouver des restes. Une brise fraîche porte une odeur plus forte, de vieux os. Elle se hâte, les épaules voûtées sous son épaisse collerette. À quelques centaines de mètres, une carcasse de chèvre gît à moitié cachée sous les pierres. Les mouches s'élèvent en un mince nuage à son approche. Ses puissantes mandibules se referment sur le membre. Il l'écrase d'un claquement sec. L'os cède comme du bois sec. Le calcium est un trésor sur cette terre. Il consomme tout, peau, tendons, moelle. Rien n'est gaspillé. Ses longues dents grincent et se brisent. Son estomac, conçu pour résister à la putréfaction, traite la fourrure et les fragments sans dommage. En quelques minutes, la carcasse est réduite à l'état de restes épars. Satisfaite, elle continue son chemin. De temps en temps, elle s'arrête pour écouter. Les oreilles se tournent. Quelque part, un lièvre du désert s'agite dans son terrier.
Plus loin, le hurlement d'un renard s'estompe. Elle prend note de chaque son et continue de bouger. Une rafale soudaine apporte l'odeur d'une autre hyène, un mâle. Elle ralentit, la tête baissée, les cheveux dressés le long de sa nuque. Les hyènes rayées vivent solitaires, mais leurs chemins se croisent. Il surgit de derrière un rocher de basalte, sa fourrure rayée, ondulant. Ils tournent en silence. Un grognement sourd vibre dans l'air. C'est son territoire. Il le sait. Après une minute de tension, il bat en retraite. À minuit, il atteint un udi creusé profondément dans le plateau. Les rochers conservent la fraîcheur du jour. Il descend prudemment, ses griffes claquant sur la pierre. En contrebas, une petite flaque scintille, laissée par l'orage inhabituel de la semaine dernière. Il boit rapidement, levant la tête après chaque gorgée pour scruter l'obscurité. L'eau est précieuse, et d'autres pourraient arriver. Cette oued est aussi un refuge lors des changements de saison. À la fin de l'hiver, lorsque les nuits du désert se rafraîchiront, elle reviendra. Là, à l'ombre du rocher en surplomb, elle creusera une chambre dans la terre meuble. Là, elle donnera naissance à ses petits, 4, peut-être 5, minuscules et aveugles à la naissance. Pour l'instant, la chambre est vide. Le printemps apporte une nouvelle vie au désert. Les rares pluies nourrissent de brèves floraisons. Les traces nocturnes des hyènes s'enrichissent. Les gazelles laissent leur placenta dans les plaines. Les vautours dépouillent les carcasses et laissent des os pour leurs puissantes mâchoires. Ils se gavent dès qu'ils le peuvent, stockant de la graisse pour les mois plus maigres. Quand le moment arrive, elles se retirent dans l'oued. Les jours passent sans qu'elle les voie tandis qu'elle allaite ses petits. Les petits gémissent et rampent dans l'obscurité. Leur fourrure est pâle. Ils ouvrent les yeux au bout de 2 semaines. Ils ne les quittent que la nuit, partant à la recherche de nourriture et revenant avant l'aube, le ventre plein de viande et d'os. Les chacals et les renards sentent la tanière mais gardent leur distance. Ces mâchoires peuvent écraser un crâne sans difficulté. Même le loup du désert, même le plus audacieux, y réfléchira à 2 fois avant de défier une hyène. À mesure que les petits grandissent, elle les guide la nuit. D'abord pour de courtes incursions, puis pour de plus longues promenades. Ils apprennent l'odeur de la décomposition. Il leur montre des sources cachées, les traces des antilopes migratrices, les endroits où les bergers perdent parfois une chèvre. Son circuit s'élargit à nouveau, cette fois avec des ombres qui la laissent en suspens. À l'été, les veaux ont presque grandi. Ils testent leur force en combattant au clair de lune, en claquant des mâchoires dans des batailles simulées. Bientôt, ils s'éloigneront, chacun revendiquant un nouveau territoire à travers la steppe syrienne. Certaines nuits, il suit une meute de loups, poursuivant patiemment une gazelle. Il attend que la meute se nourrisse et s'en aille, puis sort de l'ombre pour s'emparer de ce qui reste. D'autres fois, il trouve sa propre proie, un lièvre malade, une chèvre affaiblie, un nid d'œufs enfoui dans le gravier. Elle n'est pas exigeante. À mesure que l'année avance, les oueds des hautes terres offrent un refuge plus frais. Ils montent vers les hauts plateaux où la brise apaise la chaleur. Là, ils creusent de nouveaux terriers, des chambres tapissées d'herbes sèches et de vieux os. Il n'élèvera plus de petits cette saison. Mais l'habitude persiste. La nuit du désert commence à s'estomper. Une faible bande rose s'étend dans le ciel à l'est. Son tour est presque terminé. Il a parcouru des kilomètres de pierre et de sel, traversé des oueds asséchés et des plaines dégagées. Son estomac est plein. Il retourne à sa grotte tandis que les premières lueurs se répandent sur le basalte. L'entrée est basse et étroite, cachée derrière un tas de rochers. Elle se glisse à l'intérieur. Dehors, le désert s'illumine et redevient silencieux. D'une étroite crevasse émerge une large tête, le varan du désert, Varanus griseus. Sa peau, couleur sable et cendre, est modelée pour s'harmoniser avec la roche brisée. L'air est frais, mais la journée sera brûlante. Il grimpe sur une dalle de basalte et s'étend dessus. Les membres sont largement écartés, les yeux fermés comme des fentes étroites. Le lézard attend, le soleil se lève plus haut. La chaleur s'infiltre dans la pierre. Une chaleur envahit le corps du varan, accélérant son sang. Ses muscles se contractent. Il lève la tête et claque de la langue pour goûter l'air matinal. La chasse commence. Le varan se déplace à une vitesse soudaine, ses griffes agrippant la roche rugueuse. Il patrouille au bord du plateau, s'arrêtant pour tester le vent.
Une gerbille sortant de son terrier se fige en regardant l'ombre géante passer. Le lézard bondit. La poussière explose. Le rongeur se tortille et s'échappe, disparaissant par un trou. Le varan ne le poursuit pas. Au lieu de cela, il suit une nouvelle piste. Une bande de sable près de l'oued grouille d'insectes. Le varan creuse avec ses puissantes pattes avant, dispersant du gravier. Sous la surface se déplace un groupe de larves de coléoptères. Un claquement de mâchoires et ils disparaissent. Le soleil est haut. La chaleur brille sur les plaines. Le basalte devient trop chaud pour être touché. Le varan sent la brûlure dans son ventre et recule. Il cherche l'ombre, claque de la langue, scrute du regard. Un terrier l'attend sous une roche fracturée, creusée profondément dans la terre plus fraîche. Le lézard se glisse à l'intérieur, aplatissant son corps pour s'adapter à l'étroit passage. Dans la chambre sombre, il repose. Le cœur ralentit. La respiration se stabilise. Dehors, le désert rugit de chaleur. Les températures dépassent 15 degrés. Pas une seule créature ne bouge sur la roche à découvert. Le moniteur attend dans l'obscurité, à l'abri de la fureur du soleil. Le soir tombe. Les ombres s'étendent sur le plateau. L'air se rafraîchit suffisamment pour permettre de se déplacer. Le moniteur réapparaît. Il rôde au crépuscule, retournant les pierres, sondant les crevasses, attrapant un lézard imprudent d'une attaque soudaine. Ce cycle se répète tout au long de l'été, se prélassant le matin, s'abritant à midi, chassant le soir. Puis vient la saison des œufs. Lorsque la chaleur du sol atteint son apogée, la femelle cherche un endroit pour faire son nid. Il parcourt des kilomètres de basalte et de gravier à la recherche de l'endroit idéal. Le sol doit être chaud et la chambre suffisamment profonde pour se cacher des prédateurs. Finalement, il le trouve. Un terrier abandonné dont le toit est chauffé quotidiennement par le soleil. Avec des griffes infatigables, elle creuse. Un à un, elle pond ses œufs blancs et lisses sur la terre sombre. Elle les recouvre soigneusement en empilant du sable et des pierres pour conserver la chaleur. Puis elle les laisse au soleil. La terre brûlante fait battre les petits cœurs à l'intérieur de chaque coquille. Des semaines de chaleur intense raccourcissent l'attente. À l'intérieur, les jeunes surveillants deviennent forts et agiles. Le moment venu, ils se libèrent et se lancent dans le monde extérieur. Répliques minuscules de leur mère, structurées et féroces. Ils ne perdent pas de temps. L'instinct les pousse vers le rocher le plus proche, aux premières lueurs de l'aube. Ils savent déjà comment prendre le soleil, chasser, se cacher et survivre. À la tombée de la nuit, le varan retourne dans son terrier. Pendant ce temps, au sud, le clair de lune recouvre également les dunes d'Arabie. Le vent glisse sur les crêtes rouges de l'An Nafoud. Un renard roux d'Arabie s'arrête, museau haut, oreilles qui tournent en parfaite synchronisation. Chaque son compte. Une gerbille atterrit avec un bruit sourd. Le renard se fige, ses muscles se tendent. Le petit rongeur saute à nouveau, sans s'en rendre compte. Une pause. Silence. Le renard abaisse son corps et sa poitrine touche la surface froide. La queue se déplace vers l'arrière comme un ruban traîné. Les yeux sont fixés sur la vague sombre du mouvement qui s'annonce. La gerbille grignote une graine tandis que ses moustaches bougent. Je ne sais pas encore. Le renard avance furtivement. Un yard est plus proche des pousses, puis une poussée soudaine. La gerbille s'envole et saute haut. Mais le renard est plus rapide. Un seul saut le fait traverser l'abîme. Ils atterrissent emmêlés et le renard se remet sur ses pieds avec la friandise fermement dans sa main. Une simple secousse met fin au combat. Le silence revient aussi vite qu'il a été rompu. Ce soir, le chasseur mange. C'est la vie ici dans les régions de An Nafoud et Rub al-Khali, en Arabie. Dana serpente entre eux. Depuis un creux près d'un oued asséché, une gazelle des sables, Gazella marica, lève la tête. Pattes fines, fourrure pâle teintée de crème, yeux sombres brillant dans l'obscurité. Elle attend que la brise lui rafraîchisse les flancs. Son heure est venue. Le désert ne dort jamais, mais se repose dans la chaleur du jour. La gazelle se déplace lorsque le monde s'adoucit. Elle avance d'un pas léger à travers la plaine, laissant ses sabots tels de fins croissants dans le sable. Elle entame un voyage, des kilomètres de terre déserte entre des étangs dispersés. Elle voyage avec un petit troupeau, 5 adultes et un seul faon.
Le vent nocturne apporte des arômes de racines d'acacia qui contiennent une précieuse humidité. Un faucon tourne au-dessus de leur tête. Les gazelles restent immobiles, les oreilles crispées, les muscles tendus. L'oiseau s'éloigne. Elles reprennent leur mouvement, accélérant le pas à l'aube. En milieu de matinée, elles atteignent une dépression peu profonde où la rosée s'est accumulée pendant les heures fraîches. Chaque animal boit à son tour. L'eau ne durera pas. Le soleil se lève déjà. Le faune reste près de sa mère. Bientôt, il la quittera. Durant les mois les plus chauds, les mères cachent leurs petits dans l'épaisse forêt ou derrière un mur de dunes. Les petits restent immobiles durant la canicule, leur pelage pâle se fondant dans le sable. Les prédateurs peuvent passer à portée de souffle sans jamais les voir. Le troupeau doit maintenant se nourrir. Il se dirige vers une zone d'herbe coriace, profondément enracinée dans le sable. Les gazelles picorent les pousses, chaque bouchée extrayant humidité et nutriments. Les plantes sont coriaces, mais les dents des gazelles le sont encore plus. La chaleur s'épaissit, l'horizon brille. Un à un, les animaux s'enfoncent jusqu'aux genoux sous une crête basse. Leurs flancs se soulèvent lentement. Le désert semble désert, mais la vie rôde partout. Des gerbilles dans leurs terriers, des lézards sous les rochers, des scarabées sous la fine couche de terre. À mesure que l'après-midi avance, un vent sec se lève. Le sable s'élève et se tord, tel un voile adoucissant les frontières du monde. Les gazelles s'élèvent et entament le long voyage de retour vers leur lieu de repos caché. Le faune reste en arrière, mais sa mère le pousse en avant. Le soleil se couche soudainement. Le troupeau se dépêche. Les muscles se relâchent dans le froid. Ils retrouvent leur creux, un endroit caché par de hautes crêtes. Le faon s'effondre sur le sable, les yeux mi-clos. La mère veille, l'oreille tendue vers le moindre bruit. Au loin, un renard du désert hurle. Plus près, un hibou vole bas, ses ailes silencieuses. La gazelle reste immobile jusqu'à ce que les bruits disparaissent. Ce n'est qu'alors qu'il baisse la tête pour se reposer. Quand il pleuvra enfin, dans quelques mois, le désert verdira l'espace d'un instant. L'herbe poussera et les biches mettront bas. Les faons se dresseront sur leurs pattes tremblantes, cachées dans les hautes dunes, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus forts. Le cycle va recommencer. La nuit tombe sur le désert d'Arabie. Seul un ululement sourd rompt le silence. Le grand-duc pharaon, Bubo l'Ascalaphus, est en chasse. Il plane depuis une falaise ombragée, ailes déployées et silencieuses. Chaque battement est lent, mesuré, presque silencieux. Les yeux d'ambre scrutent le sable en contrebas. Les oreilles, cachées sous les plumes tachetées, captent le moindre murmure. Une gerbille s'agite dans l'obscurité. La chouette penche la tête, fixe le paysage et se laisse tomber. L'attaque est soudaine. Les serres se referment avec une force écrasante. Le rongeur n'a aucune chance. Elle s'élève à nouveau, ses puissantes ailes battant vers le haut, tandis que la proie reste flasque. Avec quelques bruits sourds, elle atteint la falaise où son compagnon l'attend. Il l'appelle doucement. Ils partagent leur nourriture en silence. C'est leur saison d'abondance, les mois frais de la fin de l'hiver, où les petits mammifères se réveillent à l'aube et au crépuscule. Bientôt, ils se reproduiront et chaque chasse comptera. Le couple a choisi une corniche élevée où le vent érode la roche et où peu de prédateurs osent grimper. Le nid est simple, juste un peu de sable et des plumes éparpillées sur la pierre. Cependant, l'endroit est sacré. Ils le défendent farouchement. Lorsqu'un corbeau errant ose se percher à proximité, le mâle s'élance avec un sifflement féroce. Leurs parents travaillent sans relâche. Le mâle chasse jusque tard dans la nuit. Retour avec des rongeurs et des petits oiseaux. La femelle déchire la proie en morceaux et la mange dans sa bouche ouverte, cercle de prédateurs. Un renard du désert rôde en contrebas, le museau frémissant à l'odeur d'une vie nouvelle. Le mâle vole bas, ailes déployées, sifflant furieusement. Le renard se tapit dans l'ombre. Les poussins restent en sécurité. Les plumes remplacent le duvet. Les yeux s'aiguisent comme de l'or en fusion. Les jeunes hiboux grimpent jusqu'au bord de la falaise, testant l'air vide avec le battement de leurs ailes. Un soir, alors que le ciel se teinte de violet, le poussin le plus audacieux bondit. Un instant, il décrit des cercles, puis se laisse porter par le vent et s'envole. Le second suit peu après. Leurs parents les guident lors de leur première chasse. Chaque nuit, ils gagnent en force jusqu'à pouvoir chasser seuls.
Lorsque le désert commence à se réchauffer sous la force de l'été, la famille se disperse. Pendant ce temps, un autre endroit, une autre nuit. Depuis un terrier bas, sous un enchevêtrement de buissons, le renard roux d'Arabie, Vulpes arabica, s'éloigne furtivement. Sa fourrure luit d'un ton cuivré dans la pénombre, sa queue se termine par du blanc. Ses grandes oreilles pivotent pour capter le moindre son. L'air est immobile mais chargé de 1000 parfums. Elle lève le nez, goûtant la brise, scarabée, souris et le léger musc d'un lièvre lointain. La lune est fine ce soir, un mince éclat haut dans le ciel. Parfait pour la chasse. Trop faible pour que la proie puisse y voir clairement, mais suffisamment brillante pour que son regard perçant perce l'obscurité. Un battement d'ailes attire son attention. Un papillon de nuit volette près d'un carré d'herbe sèche. Elle saute, aussi rapide que la pensée, et ses mâchoires se referment sur ses ailes fragiles. Un ver et il était parti. Le renard a une large distribution. Son territoire s'étend sur des dunes et des oueds secs. Il connaît chaque creux où se rassemblent les insectes, chaque crête où rôdent les rongeurs. Ce soir, il suit un léger bruissement dans le sable. Une gerboise bondit en arc de cercle frénétique. Le renard le poursuit. Corps bas. Transmission de queue. Un saut soudain. Un éclair de dents. Et la chasse se termine. Mangez vite et réécoutez. Le désert grouille de vie cachée. Des scarabées crissent sous la surface croustillante. Des termites s'agitent dans le bois sec. Ils creusent d'un mouvement rapide, déterrant un nid d'insectes exposés. Leurs corps mous disparaissent entre leurs dents acérées. La nuit s'approfondit. Le renard s'arrête pour boire dans une flaque d'eau peu profonde laissée par la tempête anormale de la semaine dernière. C'est la saison des oursons. Sous le sable, ses petits attendent. Le début du printemps a apporté des nuées d'insectes, une brève poussée de nourriture pour nourrir la nouvelle vie. Elle rentre à la maison, les oreilles dressées, ne laissant que les traces de ses pattes. Le repère est caché sous une ancienne racine d'acacia. À l'intérieur, 4 petites silhouettes se tordent et gémissent. Leur fourrure est encore douce et pâle. Elles les accueillent d'un gémissement sourd, caressant chaque tête du museau. Elles ont faim. Elles régurgitent la prise de la nuit, un mélange d'insectes et de viande. Les chiots se nourrissent avec avidité, remuant la queue et claquant leurs petites mâchoires. Ils la suivront bientôt dans la nuit. Pour l'instant, ils se vautrent dans la chambre exiguë, luttant dans le sable pendant qu'elle monte la garde. Une chouette du désert piaille depuis les falaises. Au loin, l'aboiement sourd d'un renard rival est porté par la brise. Elle écoute, le corps tendu, puis se détend. La menace est lointaine. Au fil des semaines, les chiots deviennent plus audacieux. Une nuit, sous une lune printanière, elle les emmène dehors. Les insectes s'élèvent en un nuage scintillant, attirés par la chaleur du coucher de soleil. Les jeunes renards courent et sautent, suivant le battement d'ailes. Leur mère les observe. Ils apprendront vite. Bientôt, ils chasseront leurs propres coléoptères et gerbilles. L'aube approche. La lune se couche. Le renard rappelle ses petits à la tanière. Un à un, ils disparaissent sous la racine. Elle est toujours dernière. Le désert s'illumine. La chaleur va bientôt se faire pressante. Mais lorsque l'obscurité reviendra, le renard roux d'Arabie se lèvera à nouveau. La nuit tombe à nouveau. D'un terrier étroit sous le gravier, la petite gerboise, Jaculus jaculus, se réveille. 2 yeux énormes brillent à la lumière des étoiles. Ses longues moustaches tremblent. Ses pattes arrière massives s'étirent, prêtes à un envol soudain. La gerbille écoute. Silence, à l'exception du murmure du sable glissant sur une crête lointaine. Il attend, sachant que la lune décide de son sort. Trop brillante, les hiboux chassent facilement. Trop sombre, et le sol cache le danger. Ce soir, le fin croissant de lune est parfait. La gerbille saute hors du terrier d'un seul bond. La queue tendue vers l'arrière, il atterrit en douceur, puis sautille de nouveau. Chaque saut couvre 1 mètre de terrain. La petite créature se déplace comme un éclair d'ombre, ne s'arrêtant que pour savourer l'air. Elle cherche sa nourriture parmi les graines dispersées des fleurs printanières. Les rares pluies des derniers mois ont apporté avec elles une brève floraison d'herbes et de petites fleurs. Il ne reste plus que des cosses sèches, mais à l'intérieur se trouvent des grains pleins de vie. La gerbille grignote rapidement, se gorgeant avant de bondir. Le cri lointain d'un hibou l'arrête en plein saut. Ses oreilles frémissent. La gerbille s'accroupit, se fondant dans le sable.
Un vol plané silencieux passe au-dessus de nos têtes. Le prédateur s'éloigne. La gerbille attend encore un instant, puis sautille de nouveau, zigzagant à travers la plaine pour dérouter tout observateur. Le désert n'est pas désert. Des scarabées se faufilent sous l'écorce. Un renard rôde au-delà des dunes. Pourtant, la gerbille compte sur la vitesse et l'obscurité. Ses longues pattes lui donnent la force de voler au sol. La queue agit comme un gouvernail dans les airs. Il s'arrête sur un morceau de tige cassante. Les petites incisives rejettent les graines. Chaque bouchée contient de l'eau et de la nourriture. Il n'est pas nécessaire de boire. À travers les plaines, d'autres gerbilles se déplacent. Après les rares pluies, leur nombre augmente. Les terriers se multiplient sous la plaine de gravier. Les jeunes nés pendant la brève saison verte ont pris des forces. Ils sautillent la nuit. La lune se cache en dessous. La gerbille s'éloigne de son terrier, guidée par sa mémoire et le léger parfum des graines. Chaque saut lui permet d'économiser de l'énergie. Chaque pause lui permet de recueillir des informations grâce à la brise. Une vibration soudaine se propage dans le sable. La gerbille se fige. Une vipère cornue rampe à proximité. La petite créature reste immobile, confiante que son immobilité la dissimulera. Le serpent s'arrête. Sa langue s'agite à nouveau, goûtant l'air. Une légère odeur de mammifère flotte sur la dune. La vipère s'enroule. La gerbille frémit. En un instant, l'attaque arrive. Rapide, précis. Les crocs transpercent. Le poison coule. La gerbille frissonne une fois, puis reste immobile. Le clair de lune brille sur les cornes de la vipère alors qu'elle commence à avaler sa proie. Finalement, le ciel oriental commence à pâlir. Les premiers signes de l'aube touchent les dunes. Les gerbilles restantes rentrent chez elles. Le terrier les attend. Une chambre fraîche creusée profondément sous le gravier, à l'abri de la chaleur et des regards indiscrets. Le désert va bientôt se consumer sous le soleil levant. Dans le tunnel sombre, les gerbilles vident leurs poches. Ils se recroquevillent et s'endorment. Pendant ce temps, l'aube projette une faible lueur sur le golfe Persique à l'est. La marée s'est retirée, laissant place à de vastes étendues de boue scintillante. Une légère brume s'élève des salines. Au loin, l'eau s'assombrit. Une ombre se déplace sous la surface, une tortue imbriquée. D'un seul mouvement de ses nageoires, il glisse dans les eaux peu profondes. Un groupe d'éponges s'accroche à un affleurement calcaire. De petites crevettes se dispersent à son approche. Son bec pointu plonge en avant, testant le courant. Il mordille une fois, arrachant un morceau. Les fibres traînent comme de la fumée dans l'eau. Il mâche, sans se presser, puis glisse plus profondément. Les gorgones se balancent doucement. Parmi elles, les éponges fleurissent dans des tons cramoisis et dorés. Elle mord à nouveau. Elle brise la surface sans produire à peine une ondulation, en prenant une profonde inspiration. Puis il plonge à nouveau. Mais il devra bientôt débarquer. Le désert côtier vous attend. Pendant ce temps, au loin, on entend un léger murmure, un léger clapotis comme le clapotis des vagues sur le sable. C'est le chant du flamant rose, Phenicopterus roseus. Les premières silhouettes roses apparaissent sur fond de lumière argentée. De longues pattes avancent avec assurance dans l'eau peu profonde. Ils arrivent en rangée, chaque oiseau suivant l'autre. La marée a tourné, révélant un festin. Sous la surface se trouvent de minuscules crustacés, des artémias et des algues. Les flamants baissent la tête, bec renversé, et se déplacent d'un côté à l'autre. L'eau filtre à travers leur bec en forme de peigne. La boue et le sel sortent. La fête délicate demeure. La lumière du soleil se lève, illuminant leur plumage. Gris doux chez les jeunes oiseaux, rose profond chez les adultes expérimentés. Leur couleur provient de leur alimentation, des pigments extraits des crevettes et du plancton. Le désert côtier du golfe Persique s'étend derrière eux. Les basses plaines côtières brillent sous la chaleur. Les salines, ou sabkas, scintillent de blanc dans la lumière naissante. Les mangroves bordent des criques cachées où les poissons se reproduisent dans des bassins calmes et saumâtres. Ici, mer et sable se confondent. À midi, le soleil brûle les plaines. Les flamants roses, quant à eux, gagnent des eaux plus profondes où l'eau se rafraîchit. La marée revient et soulève les troupeaux dans un doux balancement. Ils continuent à se nourrir, tête baissée, des pics qui percent l'eau. Au cœur du printemps, une transformation commence. Avec l'arrivée de la saison sèche, la salinité augmente. Les lagons peu profonds se concentrent en saumure, les algues prolifèrent en abondance, teintant l'eau d'un vert pâle. C'est le signal.
De l'autre côté du golfe, les flamants roses entendent l'appel de la reproduction. Ils se rassemblent par milliers. Les paires se forment avec des étapes prudentes. Les mâles exécutent des marches lentes et majestueuses, le cou tendu et les ailes entr'ouvertes, dévoilant leurs plumes sous-jacentes aux couleurs vives. Les femelles répondent par de subtiles torsions. Cette danse les unit pour la saison. Sur des îlots de boue durcie, la colonie commence à se construire. Chaque paire gratte un cône de boue humide avec leur bec courbé. Ensemble, chaque couple forme une tour suffisamment haute pour élever les œufs au-dessus de l'eau saumâtre. Des centaines de ces nids s'élèvent ensemble. L'air est empli de chants. Les œufs apparaissent, blancs, sur la boue grise, généralement un par nid. Ils les protègent avec une fervente dévotion. Les deux parents partagent la tâche. L'un monte la garde, tandis que l'autre nourrit. Les jours deviennent plus chauds et l'air est chargé de sel. Les poussins naissent à la fin du printemps, minuscules touffes de duvet aux pattes dégingandées. Ils ne peuvent pas se nourrir seuls. Les parents régurgitent un lait rouge et riche en nutriments. Les jeunes grandissent rapidement. Leurs plumes grises contrastent fortement avec la marée rose qui les entoure. En quelques semaines, les poussins se rassemblent dans une nurserie. Des milliers de poussins se blottissent les uns contre les autres tandis que les adultes entrent dans l'eau pour se nourrir. Les prédateurs sont rares, mais la vigilance reste de mise. Les mouettes tournent au-dessus de leur tête. L'ombre d'un rapace peut planer au-dessus. Les adultes se précipitent au moindre signe de menace. La chaleur estivale augmente. Les cristaux de sel fleurissent dans la boue comme du givre sous un soleil brûlant. L'eau se retire, laissant place à des chenaux de saumure. Les oisillons testent leurs ailes naissantes. Au début, ils trébuchent en pataugeant dans l'eau peu profonde. Puis un après-midi, alors que la marée monte, ils prennent leur envol. À mesure que les zones de reproduction se vident, la colonie se disperse dans le golfe. Certains groupes migrent vers le nord, en direction des baies du Koweït. D'autres migrent vers le sud, vers les vastes lagons du Qatar et des Émirats. Même dans les chaleurs les plus intenses du milieu de l'été, les flamants roses restent présents. À l'aube et au crépuscule, leurs silhouettes dessinent l'horizon scintillant. La nuit, ils se reposent dans des mares peu profondes, debout sur une jambe, tête cachée sous les ailes. Lorsque la fin du printemps reviendra et que la salinité augmentera à nouveau, le grand rassemblement recommencera. Pour l'instant, le clair de lune se répand sur le golfe. La mer est sombre et lourde, interrompue seulement par une bande de vagues argentées. Loin de la côte, une ombre s'agite sous la surface, une tortue imbriquée. Eretmochelys imbricata. Sa coquille brille comme de l'ambre tacheté, un motif doré et brun foncé qui reflète la lumière. Sa bouche étroite, semblable à un bec, mord délicatement une méduse à la dérive. Les golfes Persiques et Arabiques s'étendent autour d'elle. Ses eaux chaudes et peu profondes abritent des récifs riches en éponges, anémones et coraux mous. C'est ici que la tortue imbriquée trouve son véritable festin. D'un coup de bec précis, elle arrache une éponge du récif, ignorant les toxines qui empoisonneraient la plupart des animaux. Se déplaçant d'une tête de corail à une autre, il gratte la vie hors de la pierre. Un doux courant l'emporte. De petits poissons suivent son ombre, s'élançant pour attraper les morceaux de nourriture délogés. L'eau scintille du vert pâle du plancton. Au-dessus, le ciel nocturne se remplit d'étoiles. Toutes les quelques minutes, il émerge pour respirer, perçant silencieusement la surface avant de retomber dans les profondeurs. Les semaines passent. Elle nourrit. Elle repose sur le fond sablonneux. Elle se nourrit à nouveau. Mais quelque chose bouge en elle. La saison change. Il est temps de retourner au lieu de votre naissance. Bientôt, les marées les plus chaudes de l'été monteront. Elle parcourt des centaines de kilomètres. Nuit après nuit, elle nage, inarrêtable. Enfin, elle approche du rivage. Des îles basses et des plages étroites s'étendent devant elle, des endroits que peu d'humains voient. Ce sont les déserts côtiers du Golfe. Elle attend au large, tournant dans les eaux sombres, que la marée monte sous l'influence de la pleine lune. Le moment venu, elle se laisse porter par le courant ascendant vers la plage. Les vagues soulèvent son corps lourd et la déposent sur le sable. Le son est un grattage lent, allant à contre-courant. Il avance en rampant, s'arrêtant souvent lorsque le clair de lune illumine les crêtes de sa coquille. Au plus haut de la marée, il s'arrête. À l'aide de ses nageoires antérieures, il commence à creuser.
Le sable vole en rafales constantes. Le trou s'approfondit jusqu'à atteindre la couche fraîche et humide sous la croûte sèche. Il creuse ensuite une chambre étroite avec ses nageoires arrière. Un à un, les œufs tombent, lisses et blancs, chacun de la taille d'une balle de ping-pong. Des dizaines suivent. Lorsque la chambre est pleine, elle les recouvre de sable, le tassant d'un geste lent et ferme. Sa tâche accomplie, elle retourne à la mer. Le voyage n'est pas moins ardu. Elle pousse son poids sur le sable alors que la marée se retire. Finalement, une vague la soulève. L'eau salée ferme sa coquille et disparaît. Des semaines de silence passent. Le sable cuit, chauffé par la chaleur estivale la plus intense. Sous la surface, la vie s'éveille. À l'intérieur de chaque œuf enfoui, un miracle se produit. La chaleur accélère la croissance des embryons. Un sable plus chaud attire davantage de femelles, un sable plus froid, davantage de mâles. Finalement, après presque 2 mois, les chiots parviennent à se libérer. Les petites têtes poussent vers le haut. La surface cède. Des dizaines de chiots courent vers les vagues éclairées par la lune. Des crabes fantômes croisent leur chemin. Les ombres des hérons nocturnes glissent au-dessus de nos têtes. Les jeunes courent. La mer accueille ceux qui survivent. Pendant ce temps, loin au-dessus du centre de l'Iran, le soleil se lève tel du cuivre en fusion. Le Dasht, Kavir, s'étend entre de pâles couches de croûte de sel, éblouissant et vide. Au sud, le Dasht Lut s'étend plus sombre, tel un labyrinthe de pierre et de sable. Ici réside un fantôme du désert, le guépard asiatique. Ses yeux sont fixés sur un petit troupeau de gazelles paissant dans la faible lumière de l'aube. Les gazelles remuant les oreilles, mais continuent de se nourrir, inconscientes de la menace silencieuse. Le guépard avance lentement. Elle s'arrête, mesurer le vent, la distance. Soudain, elle se met en mouvement. Les gazelles se dispersent. On tourne trop brusquement, perdre le rythme. Le guépard parcourt la distance à une vitesse impossible. Sa queue bouge brusquement pour maintenir l'équilibre. Une dernière vague. Elle attaque. La gazelle s'effondre dans un éclat de sel et de sable. C'est la vie au cœur du désert iranien. Ici, d'imposantes crêtes sculptées par le vent projettent des ombres nettes sur les vallées où la chaleur estivale a atteint la température de surface la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Rien ne bouge. Puis, une silhouette lointaine se dessine à l'horizon. Il s'agit de l'onagre persan, Equusonagre hemionus. Des jambes fines soutiennent un corps brun pâle, conçu pour la vitesse. L'animal se déplace d'une démarche calme et infatigable, tel un vagabond solitaire sur une plaine blanche comme le sel. Non loin de là, une deuxième silhouette apparaît, puis une troisième. Une bande dispersée se forme. L'aube est la seule heure de répit. La faible fraîcheur de la nuit persiste un instant. Les onagres en font bon usage. Les narines se dilatent, sont dans le vent sec à la recherche de la moindre trace d'humidité. Le groupe parcourt des kilomètres vers des sources salées secrètes, cachées dans les replis du désert. De rares buissons de sel offrent un bref répit en chemin. En milieu de matinée, la chaleur scintille par vagues sur les plaines. Les onagres accélèrent le pas. Ils atteignent enfin une dépression peu profonde, où l'eau saumâtre affleure à la surface. Un à un, ils baissent la tête, léchant le liquide salé du bout des lèvres et détendant leurs muscles à chaque gorgée. Avec le printemps vient la saison des rassemblements et des fréquentations. Les bandes convergent de différents côtés des salines. La rivalité et le désir vont de pair. Les mâles patrouillent aux abords du groupe, les narines dilatées, les oreilles en alerte et la robe luisante à la lumière matinale. Ils défient leurs rivaux par des grognements, des coups de sabot et des charges soudaines. Les étalons dominants s'assurent les juments et le droit de s'accoupler. La cour est brève, caresse, coup de pouce ludique, vocalisation douce pour indiquer le consentement. Les rivaux gardent une distance prudente. Alors que le désert se réchauffe sous un soleil de plomb, le troupeau se retire sur les crêtes basses et les affleurements rocheux à la recherche d'ombre. Le crépuscule apporte un soulagement et le troupeau se dirige vers les herbes clairsemées qui poussent grâce aux brèves pluies hivernales. Les poulains restent proches de leur mère. L'été prolonge sa chaleur et les troupeaux se dispersent. Les juments mènent leurs poulains vers des zones d'alimentation isolées, leur apprenant à trouver les îlots de vie cachés dans le paysage rocailleux. Les mâles solitaires parcourent de vastes territoires le long du Lut. En automne,
Les nuits plus fraîches attirent les onagres dispersés vers leurs sources familières. Les jeunes poulains commencent à tester leur force et leur agilité, et ainsi le cycle se répète. Pendant ce temps, alors que le crépuscule tombait sur le désert iranien, un boa des sables, Eryx Johnny, se déplace sous l'écorce cuite, épais et ocre tacheté comme le gravier. Il tâte l'air frais de ses petits yeux ambrés et avance lentement dans le sable meuble. Elle émerge suffisamment pour rester à moitié enterrée, toujours. Une gerbille sautille à travers la plaine, les oreilles crispées, reniflant l'air. Le boa se contracte. Puis, en un instant, il frappe. Ses mâchoires se referment sur sa proie. Puis, il se contracte. Des minutes s'écoulent en silence avant qu'il n'avale la gerbille tout entière. Puis il se retire sous le sable, ne laissant pratiquement aucune trace. Un seul repas suffit à le nourrir pendant des jours. Le printemps réveille le désert avec ses nuages lointains et ses vents chauds apportant l'humidité de l'océan Indien. Le boa des sables réagit à ce changement subtil. Ses œufs mûrissent à l'intérieur de son corps, programmés pour éclore lorsque les tempêtes apportent une abondance temporaire. Elle creuse un terrier profond. Ici, il est enroulé autour de son nid. Dehors, des éclairs zèbrent le ciel. La pluie inonde les caniveaux. L'herbe pousse sur la croûte de sel. Et insectes et petits mammifères prennent vie. Les petits émergent, remontant à la surface grâce à leurs anneaux. Quand les tempêtes passent, le désert durcit sous le soleil implacable. Les jeunes survivent en se nourrissant de grillons et de jeunes rongeurs. L'adulte reprend sa rôderie solitaire. Peu de prédateurs le défient. Les vipères cornues et les hiboux gardent leur distance. L'hiver apporte gel et repli sur soi, et son métabolisme ralentit tandis qu'il se recroqueville dans un terrier profond. Avec le retour du printemps, elle bouge à nouveau. La nuit est tombée à nouveau sur les grands plateaux d'Iran. Dans l'obscurité, une ombre glisse depuis une crête basse. C'est le guépard d'Asie, Acinonyx, Jubatus venaticus. Sa fourrure brille d'un or pâle dans l'obscurité. Des lignes noires marquent son visage étroit, taillé pour la vitesse. Ce soir, il doit chasser. Elle démarre avec un trot régulier, tête baissée. Les oreilles bougent au moindre murmure. Son aire de répartition s'étend sur des centaines de kilomètres carrés. Peu de prédateurs partagent ses terres. Encore moins peuvent égaler sa résilience. Il s'arrête et écoute. Au loin, on entend le doux bêlement d'une jeune gazelle. Il penche son corps et se glisse dans l'obscurité. Le troupeau de gazelles broute dans une cuvette peu profonde. Ici, des herbes clairsemées poussent à travers le sol. Ils sont alertes même endormis, les oreilles qui frémissent et les pattes prêtes. Le guépard tourne sous le vent, le ventre au sol. Puis, sans prévenir, il bondit. Les premières foulées sont silencieuses. Puis, une vague de sable et de vitesse. Les gazelles se dispersent, paniquées. Elles parcourent la distance à une vitesse étonnante. La cible choisie vire. Un jeune mâle. Le guépard vire avec lui, ses griffes agrippant le sol instable. Un dernier bond. Il attaque. La poussière s'élève tandis que prédateur et proie s'entrechoquent. La gazelle donne un coup de pied, puis deux, puis s'écroule, immobile, sous ses mâchoires. Elle se nourrit rapidement. Il faut dévorer sa proie avant l'arrivée des charognards rivaux. Le désert abrite des renards et des chacals dorés avides de nourriture gratuite. Elle lève souvent la tête, scrutant le vide. Le vent n'emporte que le sifflement du sable. Pour l'instant, elle est seule. L'aube s'approche furtivement de l'horizon. La chasse est terminée. Le ventre plein, elle se dirige vers un creux caché, entouré d'herbes sèches. Là, elle se repose, tandis que le soleil levant réchauffe sa douce fourrure. La chaleur forcera bientôt tous les êtres vivants à se réfugier à l'ombre. Elle calcule ses portées avec précision. La fin de l'hiver est la période de naissance des gazelles. Une abondance de faon signifie de la nourriture pour les petits en pleine croissance. Le moment venu, elle se réfugiera dans un terrier isolé, peut-être sous un rocher éboulé ou à l'entrée d'un ravin asséché. Là, elle donnera naissance à ses petits, invisibles. Quelques semaines plus tard, elle mènera ses petits tachetés dans le monde lunaire. Au début, ils titubaient derrière elle. Elle leur apprend les odeurs du vent, le goût de l'eau fraîche emprisonnée dans les creux, le silence de la tige. Chaque nuit, ils deviennent plus audacieux.
Elle doit traverser de vastes zones pour trouver suffisamment de proies. À la tombée de la nuit, ils se remettent en mouvement, les muscles prêts pour le long voyage. Ils traversent Crète et Salines, humant l'air à la recherche d'un autre sac, d'une nouvelle opportunité. L'été apporte une chaleur accablante. Même le guépard doit ralentir son allure. Elle chasse dans les limites obscures de la nuit, glissant d'une ombre à l'autre. Les gazelles restent à proximité d'une végétation clairsemée. La proie est plus difficile à trouver. Mais elle persiste. Les tempêtes arrivent rarement. Quand ils le font, ils changent tout. La pluie fouette les salines, créant des chenaux qui scintillent une journée entière avant de disparaître. Le guépard suit l'odeur de la terre humide. De minuscules pousses poussent et avec elles, petits mammifères et oiseaux. L'espace d'un instant, le désert s'éveille, une abondance fugace qu'elle utilise pour enseigner à ses chiots l'art de la poursuite rapide. À mesure que l'automne avance, les oursons commencent à tester leur vitesse. Ils se poursuivent mutuellement lors de simulacres de chasse, agitant la queue et soulevant des nuages de poussière avec leurs pattes. Elle les observe attentivement, les corrigeant d'un léger grognement ou d'une petite poussée. Bientôt, ils auront besoin de ces compétences pour vivre seuls. Avec les premiers froids de l'hiver, la famille commence à se disperser. Les oursons les plus robustes s'éloignent chaque nuit. Ils se taillent leur propre vaste territoire, solitaires comme leur mère. Elle reste aux abords, les observant jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'obscurité. Puis, elle aussi retourne à sa vie solitaire. Quelque part plus loin, un troupeau de gazelles broute dans l'obscurité. Ses yeux ambrés captent le moindre mouvement. Les muscles se tendent, la chasse recommence. Dans le Moyen-Orient aride, la vie prospère contre toute attente. Des crêtes rocheuses du Sinaï aux vastes étendues de sable du Rub al-Khali, chaque créature lutte contre la chaleur extrême, la sécheresse et la pénurie d'eau. Chaque espèce ici est parfaitement adaptée à ces difficultés. Cette ceinture est un monde à part, duration, impardonnable, toujours dynamique. Ici, la survie se développe d'une manière que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre.